Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le ministère de l'Intérieur tenu d'une réunion avec les têtes de liste des candidats aux élections législatives prévues. On reste toujours dans l'actualité nationale où le bataillon Hill 10 s'envole sous l'égide du ministre de la Défense. Et enfin, dans l'actualité internationale, déforestation, sécheresse, l'Amazonie proche d'un point de basculement irréversible. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, comme je vous le dis dans le titre, le ministre de l'Intérieur, M. Saïd Nour Hassan, a reçu dans les locaux du ministère les têtes de liste des candidats aux élections législatives qui se tiendront dans notre pays le vendredi 24 février prochain. Dans cette entrevue, le ministre a rappelé pour ce processus électoral et remercié les responsables des formations politiques qui ont décidé de concourir au renouvellement des représentants de la nation en déposant leur liste de candidats dans les délais légaux. Il a également exhorté les leaders des formations politiques en lice à veiller à se conformer aux exigences fixées par la loi électorale et notamment le dépôt de la caution légale pour tous les candidats de la liste dans un délai de 24 heures afin de pouvoir procéder à l'enregistrement final et délivrer dans la foulée les récépissés définitifs. Le ministre a conclu cette réunion en indiquant qu'il veillerait au strict respect du bon déroulement du processus électoral et a appelé les têtes de liste à faire preuve de civisme et de sens de responsabilité pour que ces élections se tiennent dans le calme et le respect des lois républicaines. Eh bien, concernant ces élections législatives, la distribution des cartes d'électeurs ont débuté dans l'ensemble de la région d'Ali Sabié, où dans plusieurs centres de distribution des cartes de la ville d'Ali Sabié et notamment la préfecture, ont pu observer des longues files de personnes retirer leurs cartes électeurs. La délivrance de ces cartes d'électeurs a démarré très tôt aujourd'hui. Les ACJOC se sont déplacés massivement vers les sites de distribution pour récupérer leurs cartes d'électeurs précieuses et indispensables pour prendre part au scrutin. Eh bien, dans une interview accordée à notre correspondant dans la région d'Ali Sébié, le préfet de la région d'Ali Sébié, Moussa Aden Miguel, a souligné que la distribution de ces cartes d'électeurs se poursuit dans les bonnes voies et que déjà la population a eu la possibilité de récupérer la carte d'électeur dès ce matin, le début de l'opération de retrait des cartes d'électeurs. Eh bien, on reste toujours dans le sud où la préfecture de Dekil a entrepris les opérations de signature et de découpage des cartes d'électeurs. Parallèlement à ces opérations de signature et de découpage, la préfecture a confectionné une base de données locales pour la préfecture et de recherche des électeurs afin de faciliter les opérations de distribution et récapitulatif des retraits journaliers des cartes d'électeurs. Rappelons que ces opérations qui sont déroulées sous l'égide du préfet de la région de Dekil, Moussa Aden Moussa a vu la participation des adjoints du préfet, des sous-préfets et de l'ensemble des staffs administratifs de la préfecture. Au terme de ces opérations, les cartes d'électeurs de sous-localités, les équipements informatiques ont été acheminés dans les sous-préfectures où les distributions se sont déroulées simultanément que les chefs-lieux de Dikil. Dans cette optique, le préfet de la région de Dikil, Anrar Moussa, s'est rendu dans les différents guichets de distribution des cartes d'électeurs pour contrôler et observer l'état d'avancement des opérations de distribution des cartes d'électeurs. La préfecture de Dikil a également mis sur pied une équipe mobile pour la distribution de ces cartes électorales dans les zones reculées de la région. Le préfet de la région, Anrar Moussa, a saisi cette occasion le public à venir récupérer leurs cartes électorales et accomplir leur devoir de citoyenneté. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi le Premier ministre, M. Abdelkader Khan Mohamed, qui a reçu aujourd'hui M. Olivier Klein, directeur général du groupe BRED. Le directeur général de BRED a remercié le Premier ministre pour l'accueil le plus chaleureux réservé à lui et à ses proches collaborateurs. De son côté, le Premier ministre a rappelé que le groupe BRED est un partenaire privilégié pour la République de Djibouti. À l'issue de la visite, le Premier ministre a décoré M. Olivier Klein, directeur
général de la Brette de la médaille dans l'ordre national du 27 juin en guise de reconnaissance. Cette cérémonie a vu la participation du secrétaire général de la primature, M. Naguib Abdallah Ahmed Kamil, le directeur du cabinet du Premier ministre, Youssouf Aoulet Farah, le directeur général de la BCIMR, M. Régif Bariak, ainsi que ses principaux collaborateurs. Autre actualité, une conférence sur le thème l'inflation, taux d'intérêt et dette a été organisée ce matin dans la faculté d'ingénierie de l'Université de Djibouti par le professeur émérité, M. Olivier Klein, directeur général du groupe BRED. Olivier Klein est le directeur général du groupe BRED depuis septembre 2012. Il était auparavant directeur général de la Banque commerciale Assurance et membre du conseil d'administration du PCPE depuis avril 2010. Il est également administrateur de Nextis Asset Management et Nexti. Il est diplômé de l'École nationale statistique de l'administration économique et du cycle supérieur de finance. Il est professeur affilié à d'économie et de finance du HEC, co-dirige la majeure économie et le master économie managériale et financière. Cette conférence a vu la participation du président de l'université, Dr Jam Ahmed Hassan, le directeur général de la BCIMR, M. Régis Bariak, et son adjoint, M. Abdallah Ibrahim, le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, M. Abdulrazak Ahmed Idriss, et ses hauts responsables. Une crise suit une autre, crise de la Covid. Nous avons vu aussi la fragilité quand même de l'économie mondiale. Et aujourd'hui, nous avons la crise ukrainienne. Et vous le savez bien, hein, le céréal, l'Ukraine était un grenier. Et donc, beaucoup de pays africains, des grands pays africains comme l'Égypte, en importaient. Et donc des difficultés économiques qui engendrent des difficultés, bien sûr, sociales ou autres. Donc, ce sont ces aspects-là aujourd'hui, et ça crée l'inflation hein, que nous connaissons aujourd'hui à Djibouti. Hein, le panier de la ménagère, vos mères, quand elles vont le matin faire les courses au marché, on sent que les choses de plus en plus deviennent difficiles. Et donc, il y a tous ces aspects aujourd'hui qui sont interconnectés. Et M. Olivier Klein, qui est le patron de la BRED, mais aujourd'hui, il vient avec sa casquette de conférencier, d'universitaire. C'est aussi pour nous faire partager sa vision de ce monde où, d'une crise à l'autre, les choses s'enchaînent et on a du mal à apprendre des leçons de la dernière crise qu'une autre pointe son nez. Eh bien, voici les propos du directeur général du groupe BRED lors de la conférence sur le thème l'inflation et taux d'intérêt qui s'est tenue à la faculté d'ingénierie de l'Université de Djibouti. Il n'est pas encore passé complètement dans les prix. Bonjour tout le monde. On a l'inflation en gris et soulever un petit peu les CV de M. Olivier Klein. L'augmentation des salaires, parce qu'évidemment les salariés deviennent difficiles. Et donc il y a tous ces... Voilà. Data scientist, on a de mal à trouver tout le monde. Ce n'est pas pour les prix de l'énergie une formidable... Pour nous, banquiers, ça nous permet de nous élever. Et master en management et en... Et on n'a pas grand-chose à faire en attendant. On a supprimé l'évolution du prix de l'énergie de 3 décennies et qui est l'effet de... Mais en même temps, la Chine a beaucoup besoin de perte de richesse pour l'ensemble des États-Unis parce qu'ils produisent leur énergie. Une crise suit une autre, crise de la Covid. Nous avons vu aussi la fragilité quand même de l'économie mondiale. Et aujourd'hui, nous avons la crise ukrainienne. Et vous le savez bien, hein, le céréal, l'Ukraine était un grenier. Et donc, beaucoup de pays africains, des grands pays africains comme l'Égypte, en importaient. Et donc des difficultés économiques qui engendrent des difficultés, bien sûr, sociales ou autres. Donc, ce sont ces aspects-là aujourd'hui, et ça crée l'inflation hein, que nous connaissons aujourd'hui à Djibouti. Hein, le panier de la ménagère, vos mères, quand elles vont le matin faire les courses au marché, on sent que les choses de plus en plus deviennent difficiles.
Et donc, il y a tous ces aspects aujourd'hui qui sont interconnectés. Et M. Olivier Klein, qui est le patron de la BRED, mais aujourd'hui, il vient avec sa casquette de conférencier, d'universitaire. C'est aussi pour nous faire partager sa vision de ce monde où, d'une crise à l'autre, les choses s'enchaînent et on a du mal à apprendre des leçons de la dernière crise qu'une autre pointe son nez. Et je vous le disais dans le titre, suite à la cérémonie d'aide organisée à Mariama, le jeudi dernier, le bataillon Hill 10 s'est envolé hier en Somalie à bord du MA-60 militaire des forces armées djiboutiennes en direction de Jalalarsi pour élever le bataillon Hill 8. Cet événement important fut placé sous l'égide du ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, accompagné par le général de corps d'armée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées. Elle avait aussi la présence du général de brigade Tahir Mohamed Ali, chef d'état-major de la Défense, et le colonel-major Mohamed Qayad Guélé, sous-chef d'état-major de la Défense, ainsi que le haut responsable des forces armées djiboutiennes. À son arrivée, le ministre de la Défense et le chef d'état-major général des armées ont passé en revue les premiers éléments du bataillon Hill 10 et prêts à être projetés en Somalie. Forte d'une expérience de 10 bataillons déployés depuis 2012, la République de Djibouti a toujours soutenu son pays voisin, la Somalie, et les forces armées djiboutiennes fêtent cette année leur 12e anniversaire de projection. Il s'agit là aujourd'hui des premiers éléments de relève qui ont pris le chemin de Jalalarsi avec à leur tête le chef de bataillon Hill 10, le commandant Mohamed Youssouf Riyad et son staff. Cette opération de relève complexe nécessite une préparation minutieuse et va durer 2 semaines. tahay awoodii lagu aarsanayay ma og tahay askariyo ina tahay awoodii lagu aarsanayay ma og tahay askariyo abaabulihi guushi ambaqaadki noloshiyo eebadii dagaalkiyo indhihiina tagay ma og tahay askariyo asaaskii nabadiyo abaabulihi guushi ambaqaadki noloshiyo eebadii dagaalkiyo indhihiina tagay ma og tahay askariyo. Eh bien, à l'occasion de leur départ, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a profité de l'événement pour les souhaiter une totale réussite dans leur mission. C'est aussi l'occasion, a-t-il dit le général, de leur délivrer l'ultime message de la part du ministre de la Défense, message imprégné de sagesse, de guide et de courage dans l'accomplissement de leurs tâches. Vous êtes le 10e bataillon, serez projeté ces jours à Jalalarsi pour élever votre frère d'armes qui ont terminé avec succès leur mission. A-t-il dit, sachez que vous représentez la nation djiboutienne comme vous l'avez déjà démontré. Je suis convaincu que vous vous montrerez à la hauteur de cette mission et hisser notre drapeau encore plus haut, des murs unis dans la patience et l'endurance, a-t-il déclaré. Le général de corps d'armée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, a pour cette occasion clarifié aux officiers et aux soldats que le gouvernement djiboutien, en premier le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, ainsi qu'au peuple djiboutien, leur attachement et leur soutien total qu'ils portent en eux. Et dans cette même journée, ils ont assisté à l'arrivée de la première rotation du bataillon Hill 8, relevé de Jalalarsi. Rappelons que le bataillon Hill 8, déployé depuis 2021, a passé 2 longues années à Jalalarsi en territoire hostile, situé dans le secteur 4, dans le cadre de la lutte contre les milices Al-Shabaab.
Ces derniers, après avoir courageusement terminé leur mission, ont exprimé une immense joie en retournant au pays et ont été reçus avec tous les honneurs militaires dus à leur égard. moogtahay askariyo inaad tahay taalkii gobaanimada ugubiyo calankiyo arladu kiyay yirkanayeen moogtahay askariyo. Eh bien, pour assurer que ces militaires sont venus indemnes et en bonne santé de leur mission, plusieurs ateliers ont été préparés à l'avance. À tour de rôle, chaque militaire a pu être examiné tant sur le plan administratif, sanitaire et psychologique. Après avoir passé 2 longues années à Jalalaqsi en territoire hostile, situé dans le secteur 4 dans le cadre de la lutte contre les milices Al-Shabaab. ina tahay awoodii lagu aarsanayay ma og tahay askariyo ina tahay awoodii lagu aarsanayay ma og tahay askariyo Finalement, c'est ainsi que les premiers éléments de Tours ont pris un déjeuner solennel en présence des hauts cadres militaires. C'est dans une ambiance très conviviale que le groupe folklorique Harbi a animé le reste de la journée au rythme des chants et chorégraphies militaires traditionnelles et cérémoniales. moogtahay askariyo inaad tahay taalkii gobaanimada ugubiyo calankiyo arladu kiyay yirkanayeen geesiyadan habboonay wiil sideed la baxaye hedalkiyo dadaalkiyo ha yeeshee naftoodaba walaalahoodu hurayey hiiraanka yimidow soo dhowayn habboon iyo hambaliya salaan iyo heesaha macaan iyo hawraar gobeed iyo hambaliya salaan baan idiin hadiyeedayno hooyay ilaahe hambalyada guddoonsada
Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi le ministère du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale en collaboration avec l'Institut régional de l'administration de Lille a organisé ce matin le lancement du programme de formation au profit des agents de l'administration publique. Cette cérémonie, présidée par le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, Omar Abdi Saïd, a eu lieu ce matin à l'Institut national de l'administration publique. Elle a vu aussi la présence du directeur général de l'INAP, la directrice de l'Institut régional et de la chargée d'affaires de l'ambassade, mais aussi de nombreux responsables et bénéficiaires de la formation. L'objectif est de promouvoir la culture à la pratique du management de qualité en République de Djibouti et de créer un pôle de formateurs qualifiés. Ces formations vont durer 8 mois afin de rehausser les niveaux de compétences techniques des 25 cadres de l'administration centrale. La directrice de l'Institut régional, Mme Cécile Parent, et de la chargée d'affaires de l'ambassade de France, Mme Christelle Carentin, ont exprimé l'immense joie de travailler avec le ministère du Travail pour le lancement de ce programme de formation. Interministériel. Nous recrutons et formons pour l'ensemble des ministères les cadres de la fonction publique qui ont vocation à occuper des postes d'administration générale. Nous formons, au titre de la formation professionnelle tout au long de la vie, les agents publics afin qu'ils gagnent en compétences. Enfin, nous contribuons à la coopération administrative internationale de la France et c'est à ce titre que l'IRA s'est engagé dans ce partenariat. Voilà un certain temps déjà que les équipes du service de coopération de l'ambassade de France et de l'INAP cherchent à concrétiser ce projet de renforcement structurel afin de contribuer au mieux à la formation des agents de l'État djiboutien. Et je suis donc ravie de saluer ici le travail partenarial de nos deux institutions. Nous croyons résolument au sein de cette ambassade que la relation franco-djiboutienne doit s'appuyer sur le dynamisme issu de projets associant nos services publics respectifs. La démarche promue aujourd'hui s'inscrit pleinement dans cette vision et nous pouvons nous en féliciter. Eh bien, de son côté, le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, M. Omar Abdi Saïd, a souhaité la bienvenue aux différents responsables et les bénéficiaires de cette formation. C'est pour moi un honneur de me trouver aujourd'hui ici parmi vous pour lancer ce programme de formation certifiante de 8 mois en management des organisations publiques, destiné à rehausser les niveaux de compétences techniques de 25 cadres de l'administration centrale djiboutienne. C'est un programme spécial, car les experts formateurs de l'INAP et de l'IRA interviendront en binôme. Ce programme est composé de 8 grands modules de plus de 200 heures, dont 90 sera consacré à la rédaction des mini-mémoires. Mesdames et messieurs, pour relever les défis de cette nouvelle donne, l'État s'est donc mis à moderniser également son système administratif, l'objectif étant de transformer radicalement la fonction biblique pour la rendre beaucoup plus professionnelle, compétente et performante. Vu le résultat, cette volonté sans faille affichée par le président Ismaël Omar Guelleh pour accomplir son vaste programme de réforme a aujourd'hui donné ses fruits et s'avère être une grande réussite. Mesdames et messieurs, dans ce domaine, l'INAP n'a pas d'égal dans le pays et reste de loin le leader absolu, si je puis dire, de la formation administrative, de la gestion des ressources humaines et du management des organisations. L'INAP a aujourd'hui le potentiel d'assurer réellement toutes les formations nécessaires à l'ensemble de l'administration de l'État. Cependant, il a besoin d'être renforcé pour que ce rendement soit optimal et qu'il puisse viser un horizon encore plus lointain et laisser un héritage digne de ce nom aux générations futures. Je défendrai auprès du gouvernement et de nos partenaires privilégiés pour mettre à la disposition de cette institution
tous les moyens nécessaires afin de pérenniser cette action de formation de haut niveau pour les 2 prochaines années. Direction le Qatar, où dans le cadre de la 42e réunion du Conseil des ministres des Affaires sociales des pays arabes qui s'est tenue à Doha, la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Mme Hulfa Ismaël Abdo, a pris part jeudi dernier aux travaux du Conseil qui a vu l'adoption à l'unanimité de la déclaration de Doha sur le droit des handicapés et la lutte contre la pauvreté multidimensionnelle. À l'issue des travaux de cette réunion, les ministres ont félicité la République du Djibouti pour son adhésion au bureau exécutif du Conseil des ministres des Affaires sociales des pays arabes. La ministre Hulfa Ismaël Abdo était accompagnée par l'ambassadeur de Djibouti au Qatar, M. Daïb Doubet, ainsi que Mme Rodan Moussa. Eh bien, dans son discours prononcé à cette occasion, la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité a exprimé ses remerciements à l'État frère du Qatar pour l'accueil chaleureux, l'hospitalité et pour la merveilleuse préparation de cette rencontre. Elle a saisi cette opportunité pour féliciter le Qatar pour la bonne réorganisation de la Coupe du Monde FIFA 2022, en félicitant aussi le Royaume d'Arabie Saoudite, président du 41e session du Conseil des ministres arabes des Affaires sociales, pour les efforts qu'il a déployés afin de mettre en œuvre les recommandations et décisions de la session précédente. Lors de son intervention, la ministre a rappelé les différentes mesures prises par le gouvernement djiboutien à court et à long terme pour soutenir les groupes les plus vulnérables de la société, notamment dans le domaine de l'aide à l'urgence face à la sécheresse. La République du Djibouti, comme certains pays arabes, a-t-elle rappelé, était considérablement affectée par les sécheresses répétées, les problèmes économiques et sociaux dans le monde et a été témoin au cours des dernières années, ainsi que les répercussions de l'actuelle guerre russo-ukrainienne qui est également devenue un obstacle à la reprise économique mondiale. Mon pays, sous la direction du président de la République, son Excellence Mohamed Guelleh, a pris un certain nombre de mesures visant à atténuer autant que possible les conséquences de ces crises, a souligné la ministre Hulfa Ismaël Abdo. A noté que les interventions de son département sont basées sur la mise en œuvre de la coordination de la politique lutte contre la pauvreté, la consolidation des valeurs de solidarité nationale, la promotion et la protection des groupes vulnérables, en particulier les personnes âgées, handicapées, défavorisées. Toujours dans le cadre de son discours, la ministre a passé en revue les programmes de lutte contre la pauvreté du ministère, comme suite le programme de soutien alimentaire qui s'effectue par transfert monétaire, la distribution des paniers alimentaires, les programmes d'assurance maladie, le PASS qui cible les populations vulnérables, en particulier les personnes âgées, les programmes d'assistance sanitaire pour les enfants handicapés à Djibouti, les programmes d'aide sociale pour les étudiants des familles pauvres des régions de l'intérieur et de la ville de Djibouti et le renforcement des capacités institutionnelles communautaires dans le but de développer des infrastructures publiques et développer des opportunités économiques au niveau local, a-t-elle rappelé la ministre des Affaires sociales lors de son discours aux 42e réunion du Conseil des ministres des Affaires sociales des pays arabes qui s'est tenu à Doha. Retour à Djibouti à présent sport. Le secrétariat d'État chargé des sports, en collaboration avec le ministère de la Santé et l'OMS, a organisé cet après-midi une marche dédiée à la lutte contre la sédentarité à Djibouti-Ville. Les participants coiffés des casques blanches et habillés en t-shirt blanc ont parcouru une distance de 3 km en partant du rond-point de la Croix de la Lorraine jusqu'à l'esplanade du Palais du Peuple. Cette marche a connu la participation d'une centaine de participants, parmi lesquels diverses personnalités, à savoir le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamil, la secrétaire générale du secrétariat d'État à la jeunesse au sport, Khadija Ibrahim, de la représentante de l'OMS, Van der Fred, présidente Mme Aïcha Aligret, les différents représentants des agences des Nations Unies, les différentes communautés internationales résidant à Djibouti, les associations des jeunes ainsi que les amoureux de cette discipline ont pris part massivement à cette marche sportive. Le coup d'envoi de la marche a été donné par le secrétaire d'État chargé des sports. Après la marche, il a saisi l'opportunité pour remercier et féliciter tous les participants tout en promettant de travailler avec les principaux acteurs, parmi lesquels le ministère de la Santé, l'OMS et l'association en charge de l'organisation de la marche, afin d'organiser plus régulièrement cette activité qui est connue à une grande mobilisation. Vous donnez ici un excellent exemple de bienfait de l'exercice physique sur la santé, a-t-il indiqué. La marche est une forme d'exercice physique extrêmement efficace, a-t-il conclu. C'est très important de pouvoir faire du sport. La marche, pourquoi la marche? La marche n'a pas besoin, tout le monde peut le faire, il n'y a pas besoin d'infrastructure ou bien de budget. C'est extrêmement important pour des maladies non transmissibles.
donc telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète, le cholestérol et tout autre. Et nous savons actuellement qu'à Djibouti, nous avons des personnes, pas uniquement des personnes âgées, mais des jeunes qui aujourd'hui en fait, souffrent de ces maladies-là. Et le but en fait, c'est de mettre tout le monde en fait, au sport. Je ne vais pas l'annoncer, le ministre va le dire. Il y a tout un programme en fait, qui est en place. Et je tiens à dire félicitations, merci beaucoup. Et bon... Pour rappel, la marche est une activité relative simple, sans danger. Elle est importante pour toute personne, du plus jeune à la vieillesse. La relation entre le sport et la santé, donc déjà c'est une bonne chose, mais nous à travers ça, on prévoit à ce que cette marche qu'on a fait aujourd'hui, il faut la faire chaque mois. Et j'exhorte toutes les associations qui sont présentes aujourd'hui de ramener aujourd'hui vos camarades aussi. Vos camarades, pourquoi pas le papa, pourquoi pas la maman, pourquoi pas la soeur et le frère. Et il faut que cette marche, Inch'Allah, dans le temps, soit accompagnée de tout le monde. On veut que cette marche, un jour, on puisse dire aujourd'hui, il n'y a pas de voiture qui va circuler, il y aura uniquement de la marche. Donc je compte à tout à chacun de faire en sorte que cette marche puisse se tenir chaque mois, Inch'Allah. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi le secrétaire général du MENFOP, M. Mohamed Abdallah Mayoub, et la directrice de l'Agence française de développement à Djibouti, Mme Hélène Vidan, ont présidé aujourd'hui les travaux de la première réunion du comité de pilotage du projet Soutien à l'éducation des filles et à leur autonomisation. La réunion s'est déroulée en présence de l'UNICEF, du conseiller pédagogique de l'action culturelle de l'ambassade de France à Djibouti, M. Stéphane Gallet, les représentants du ministère de la Jeunesse et de la Culture et les représentants du ministère de la Femme et de la Famille, le comité de pilotage du projet ainsi que d'autres cadres des responsables du MENFOP. Pour rappel, ce projet financé par l'Agence française de développement et mis en œuvre par l'UNICEF a été élaboré de manière collaborative avec la participation des équipes du MENFOP et des ministères des Femmes, de la Famille et de la Jeunesse et de la Culture, des ministères de la Santé ainsi que les cadres de l'UNICEF qui ont travaillé durant plus d'une année. Il s'agit là d'un projet ambitieux qui vise une série d'objectifs, notamment l'amélioration de l'accès des filles à une offre d'éducation primaire et moyenne de qualité, le renforcement des compétences des adolescents en milieu rural et la rétention des filles dans l'enseignement moyen et secondaire. Les officiels et les participants interministériels ont suivi des présentations du projet CIFA dans sa globalité et du chronogramme des activités de la première année de mise en œuvre du projet. Le comité de pilotage a changé autour de 4 composantes et des résultats de la mise en œuvre du projet de soutien à l'éducation des filles et à leur autonomisation. Ce qui m'amène à mon deuxième point, c'est qu'effectivement ce projet avait dans sa préparation mobilisé un large panel d'acteurs. Il y avait une très forte mobilisation, non seulement bien sûr au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, qui en est à la fois le pilote et le principal bénéficiaire, mais également des différents ministères qui sont liés de par les sujets dont ils s'occupent et de par leur mandat à ce projet. Donc, ministère de la Jeunesse et de la Culture, ministère de la Femme et de la Famille, ministère de la Santé. Et je trouve que la large mobilisation qu'on voit aujourd'hui au niveau de ce comité de pilotage, le nombre et la diversité des acteurs présents est un signe encourageant dans la droite ligne de ce travail collectif pour la préparation du projet, parce que ça montre l'engagement et l'intérêt de tous à continuer à travailler de manière collaborative sur sa mise en œuvre. Santé, pour clore l'actualité nationale où la campagne de chirurgie de la cataracte s'est poursuivie dans les régions du Nord, plus précisément à Obok. L'équipe du ministère de la Santé, conduite par Dr Issa Abiboré, chirurgien ophtalmologue, a posé pied au niveau du CMH d'Obok, où ils ont prodigué des soins oculaires, notamment la chirurgie de la cataracte. Dans un souci de rapproche l'offre des soins de santé au niveau des populations, le ministère de la Santé, en collaboration avec la Banque islamique de développement, ont procédé à des opérations de consultation pour les populations venues de toutes les localités de la région. Le préfet de la région, Abdulmalik Mohamed Banoïta, le président du conseil régional d'Obok, Mohamed Ahmed, et le médecin de la région, Dr Hassan, n'ont pas manqué à saluer cette action louable au bénéfice de la population de la région d'Obok. Rappelant que la cataracte est une infection responsable de cécité dont le seul remède est la chirurgie. Enfin, les activités de lutte contre la cécité se poursuivront dans la capitale pour la population de Djibouti-Ville et celle de la région plutôt d'Arta dans le mois de février prochain de cette année. Écoutons ces quelques réactions recueillies par notre équipe.
Aujourd'hui, nous nous trouvons au sein du CMH de Boc pour participer à la caravane médicale. Cette caravane, donc aujourd'hui, est consacrée à l'ophtalmologie. Donc, ils sont venus faire des opérations de cataracte. C'est une mission qui vient de Djibouti, donc épaulée par l'équipe interne du CMH de Boc, avec Dr Hassan et son équipe. Donc, alhamdoulilah, nous sommes venus voir le préfet et moi comment se sont déroulées les activités. Et nous avons pu également voir tous les patients qui ont été opérés. Donc, alhamdoulilah, nous constatons également que les opérations se déroulent bien. Ils seront suivis pendant 3 jours par l'équipe locale. Donc, je voudrais, au nom de la région de Boko, remercier le ministère de la Santé pour cette caravane médicale qui est devenue une tradition cette année. Et également donc, un grand merci donc, à l'équipe médicale de Boko avec à sa tête Dr Hassan. Et dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, l'Amazonie est proche d'un point de basculement irréversible. Selon des scientifiques, 2 études publiées dans la revue scientifique ont pour la première fois estimé les effets de la dégradation dans le biome sud-américain. Les dommages infligés par l'activité humaine et la sécheresse sont significatifs, plus importants que ceux qui avaient été observés auparavant, ont indiqué les chercheurs issus notamment de l'université brésilienne Universidade. L'opinion publique s'est surtout concentrée sur la déforestation qui a atteint désormais 17% de la zone amazonienne originelle, mais les impacts de ces dégradations concernent environ 2,5 millions de kilomètres carrés, soit moins ou moins 38% de l'Amazonie encore à préserver. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour suivre nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.